Alors on va commencer et bienvenue pour cette nouvelle webconférence qu'on fait avec l'Association francophone de phytothérapie. Et donc, comme on l'a déjà fait la première fois, on va faire de manière mensuelle euh, une conférence avec des personnes qui ont été moteurs dans la phytothérapie et de partager justement à la fois la science et la nature. Et on est avec le docteur Laure Martina qui est avec nous, qui a un parcours un peu atypique, qui est médecin et qui déjà avait de nombreuses formations en phytothérapie. Elle est également conférencière. Elle fait des cours pour des laboratoires, mais également des universités. En même temps, elle a écrit de nombreux livres, donc je laisse te présenter un petit peu. Et on va être pendant à peu près 1 heure ensemble. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, moi je suis médecin, je suis anesthésiste réanimateur, mais j'ai fait les choses un peu à l'envers parce qu'en fait j'avais commencé par des études en nutrition, en naturo avec une école canadienne et puis j'ai des diplômes étrangers aussi en phyto aroma et ensuite je suis repartie sur les bancs de la fac de médecine, enfin en parallèle. Voilà. Et j'ai choisi l'anesthésie-réanimation parce qu'ils étaient déjà très ouverts à l'hypnose, on avait pu monter des projets d'aroma en réa, etc. Donc finalement, c'est une spécialité qui semble pas si intégrative, mais qui l'est beaucoup. Voilà, et donc effectivement, j'enseigne dans 2 DU, j'ai la grande chance d'enseigner dans 2 DU, à Besançon et à Lyon, là, dans les DU de phyto-aroma, pour essayer justement voilà, de transmettre un peu les connaissances à mes collègues, confrères, consoeurs professionnels de santé pour essayer de continuer à faire vivre la phytothérapie clinique. Alors oui, c'est vrai que tu as un parcours qui est quand même assez riche. Et déjà, la première chose qui, même si tu l'as un peu dit, tu as d'abord fait des plantes et tu te retrouves avec diplôme de médecin réanimateur anesthésiste. Et donc justement, comment tu es arrivé ici alors que on ne va pas dire que c'est 2 mondes qui sont un peu opposés, mais on est vraiment sur de la médecine d'urgence et la phytothérapie, on est plus sur de la médecine un peu plus sur le long terme. Alors comment est-ce qu'on arrive à réconcilier un petit peu? En fait, comme moi, j'ai fait des études avec des écoles donc à l'étranger, puisque à l'époque, je n'avais pas trouvé de formation de bonne qualité, en tout cas en France. Ils s'inscrivaient vraiment, par exemple, moi j'ai un diplôme canadien et ils étaient vraiment dans la prévention et le maintien de la santé. Et ce qui m'a fait partir sur les bancs de la fac de médecine, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis aperçue que même si c'était passionnant de faire de la prévention et du maintien de la santé, j'avais envie de pouvoir aller plus loin, de pouvoir faire de la thérapeutique. Et donc, clairement, si je voulais faire de la thérapeutique, il fallait avoir un diplôme. En tout cas, moi, à l'époque, je l'ai vu comme ça et je me suis dit vraiment, pour aller vraiment loin, j'irai aussi loin que possible en thérapeutique si j'ai un diplôme de docteur en médecine. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur les bancs de la fac de médecine. Et pourquoi l'anesthésie-réanimation? Parce que c'était finalement une spécialité qui, c'est vrai que c'est l'urgence, mais c'est aussi c'est une des rares spécialités qui est très transversale comme la médecine générale. C'est-à-dire qu'en fait, on prend en charge le patient dans sa globalité. Moi, quand je prends en charge un patient, je dois tenir compte de comment fonctionne son rein, son cœur, sa respiration, quels sont ses antécédents. Donc, en fait, on est déjà très transversaux. On est obligé d'avoir une vision très globale du patient. Donc, ça, déjà, ça se rapproche quand même de l'approche un peu intégrative dont on va parler ce soir. Et puis ensuite, les anesthésistes réanimateurs, contre toute attente, ils sont déjà très ouverts sur les approches complémentaires, les interventions non médicamenteuses. Puisque moi, déjà, au cours de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer des confrères et des consoeurs qui faisaient déjà beaucoup d'hypnose. Il y a beaucoup d'anesthésistes réanimateurs qui sont aussi formés à l'acupuncture. Ils ont une grande ouverture d'esprit pour les interventions non médicamenteuses pour améliorer le bien-être des patients, comme je parlais par exemple l'aroma. On a travaillé sur des projets aussi, par exemple, de gestion de la pollution sonore et visuelle chez les patients de réa, par exemple. Donc, c'est vrai qu'ils ont paradoxalement une vision très globale du patient. Et c'est ça qui m'a passionnée. Et puis, finalement, j'ai toujours réussi à combiner, en fait, un peu les deux. Ouais, c'est vrai que c'est un métier qui est un peu moins connu parce que vous n'êtes pas nombreux, parce que vous exercez surtout à l'hôpital. Oui, c'est ça, en clinique, oui, c'est ça, en établissement. On n'est pas en cabinet privé, en fait.
Donc, c'est vrai que le métier est beaucoup plus diversifié qu'on pourrait le penser. Tout à fait. Et il y a un côté assez aussi pharmacologique, vu que c'est vous qui faites le travail, surtout quand vous endormez les patients par rapport au chirurgien. C'est vrai qu'il est beaucoup moins dans ce côté-là et il est plus à repérer et à être plus manuel que le côté un petit peu plus pharmacologique. Et c'est vrai qu'en fait, on est face à un peu un dilemme. On voit que la phytothérapie attaque de toutes parts. On dit que c'est pas une science, que c'est plutôt du charlatanisme et que c'est revenir en arrière. Alors, qu'est-ce que tu penses par rapport à ces détracteurs? Qu'est-ce qu'on peut leur opposer? Et derrière, justement, est-ce que c'est une question aussi de formation pour pouvoir apporter cette vraie phytothérapie scientifique et clinique qui est vraiment basée sur des preuves euh, qui sont scientifiques, quoi. Ce qui est certain, c'est qu'on voit depuis quelques années l'engouement et le désir, même le souhait des patients d'utiliser la phyto pour eux, à la fois en prévention, mais aussi en accompagnement des thérapeutiques. Et on le voit, c'est presque même un effet de mode, si je puis dire. Donc les patients, c'est ce qu'ils souhaitent. Le problème, c'est qu'ils sont confrontés à deux écueils, si je puis dire. Le premier, c'est que les médecins, nous, on n'est pas du tout formés à la phyto même, je veux dire, aux approches complémentaires au sens large, hein. C'est-à-dire que même en nutrition, si on n'est pas médecin nutritionniste dans notre parcours de formation, on a très peu de cours dessus. Après, tout ce qui est micronutrition aussi, on n'est pas du tout formé. Donc, en fait, on se retrouve face à nous, et ça, c'est valable pour toutes les spécialités médicales, à des patients qui veulent avoir recours à, je vais parler des compléments alimentaires au sens large, mais en face d'eux, ils ont des médecins qui n'y connaissent strictement rien, que ce soit en termes de conseils, de dangerosité, etc. Et puis ensuite, les patients, ils ont face à eux le grand océan des compléments alimentaires qui ne cesse de s'agrandir, puisqu'on voit l'augmentation de l'offre sur le marché, avec aussi le problème, et ça c'est quelque chose que tu connais très bien, de la qualité des produits qu'il y a sur le marché, de qui les recommande, qui les conseille, qui les vend, comment, etc. Puisqu'aujourd'hui, on sait que n'importe qui a un budget, par exemple, peut aller lancer une ligne de compléments alimentaires. Et que ce soit de la phyto d'ailleurs ou de la micronutrition. Donc, on a des patients qui ont une volonté d'utiliser ces méthodes-là, ces interventions non médicamenteuses-là, et on a en face des professionnels de santé qui ne sont pas formés du tout dans le cadre de leur parcours. Et c'est ça qui, à mon avis, est un vrai problème. Plutôt que de dire non, ce n'est pas bien. Enfin, ça, les patients, ils vont quand même aller les chercher, ils vont quand même le prendre. Simplement, il va y avoir une rupture de confiance avec les professionnels de santé. Ils ne vont plus dire ce qu'ils prennent. Moi, je vois, hein, j'ai des patients qui disent oh non, mais là, mon médecin traitant, il n'est pas du tout au courant que je prends de la passiflore le soir. Non, 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 parce qu'il n'y croit pas, il dit que ça ne sert à rien. Mais en même temps, quand je lui dis, il me dit qu'il faut que j'arrête parce que c'est dangereux. Et on voit bien que c'est vraiment la méconnaissance, mais avec les patients qui, de toute façon, veulent utiliser ces approches-là. Et puis, on a aussi le problème je pense qu'on croit trop que parce que c'est naturel, c'est sans danger. Et ça, vous le voyez aussi à la pharmacie tous les jours, avec des patients qui achètent des compléments, qui achètent des huiles essentielles. Et parce que c'est issu des plantes, c'est complètement naturel, il n'y a pas du tout de danger, ça peut forcément ne faire que du bien pour le corps. Ce n'est pas de la chimie de synthèse des méchants laboratoires pharmaceutiques, etc. C'est comme ça qu'ils le décrivent finalement. Enfin, moi, j'ai des patients où je le vois quand on discute, ils le décrivent comme ça. Et alors là, déjà là, on voit que il faut remonter plus loin et il faut adapter les discours. Et moi, je crois beaucoup en l'éducation et en la formation, mais de tous les professionnels et de toute la filière, c'est-à-dire du champ jusqu'à la gélule et du patient jusqu'à tous les acteurs qu'il va rencontrer dans son parcours de soins. Ouais, donc on voit en fait que la grosse problématique, je dirais aussi qu'on peut avoir en France, en fait, c'est aussi qu'il y a une scission entre ceux qui y croient et ceux qui y croient pas.
et ceux qui sont formés et ceux qui ne sont pas formés. Des fois, ce n'est pas ceux qui devraient être le plus formés qui le sont, et inversement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça déjà sur les soignants, et après, comment est-ce qu'on pourrait aussi former le grand public, mais aussi d'autres professions qui pourraient venir en intermédiaire, qu'on pourrait voir justement pour connaître un peu plus les plantes, sachant que ça peut être dangereux et en même temps ça peut être bénéfique. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette formation et cette information, même si ce n'est pas de la formation de haut niveau, mais de l'information du public qui est aussi importante, quoi. Je pense qu'on a la chance de pouvoir proposer plusieurs options de formation et d'éducation. D'abord, je pense que l'université, déjà quand on est professionnel de santé, donc là je m'adresse plutôt les professionnels de santé qui sont formés à l'université, pharmaciens, médecins, ça peut être les sages-femmes aussi par exemple, on a quand même un accès privilégié sur les bancs de la fac. Donc, je pense déjà que les diplômes universitaires, je prêche pour ma paroisse, mais ils font quand même un travail formidable en faisant intervenir des acteurs très différents, puisque moi, je vois, on est des médecins, on est des pharmaciens, on est différents types de professionnels à intervenir dans les DU. Je pense qu'on devrait quand même, dans on va dire, le socle de tout parcours de formation de professionnels de santé, on devrait ne serait-ce qu'avoir une sensibilisation à la phytothérapie, à la micronutrition, au moins acquérir les rudiments de base sans forcément devenir des experts, mais ne serait-ce que pour pouvoir déjà avoir des garde-fous quand on a les patients en face de nous, et puis ensuite avoir la possibilité d'orienter les patients vers des professionnels de notre entourage qui, eux, ont l'expertise. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un médecin, ça peut être une sage-femme, ça peut être un kinésithérapeute, etc. C'est-à-dire qu'on doit travailler en réseau. Moi, je crois beaucoup au travail en équipe, c'est très important et c'est quelque chose, à mon sens, qu'on a beaucoup oublié. Moi, je suis tout à fait consciente que, par exemple, il peut y avoir un médecin qui n'a pas du tout envie de se former à la phytothérapie parce que ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, je pense qu'on ne doit pas, les professionnels qui ne souhaitent pas se former, ils ne doivent pas dénigrer la phytothérapie. Ils doivent pouvoir dire, écoutez, moi, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais j'ai mon collègue, le docteur Martina ou le docteur Kreuter, qui est pharmacien, qui, lui, par contre, a l'expertise. Vous souhaitez, dans le cadre de la prise en charge de l'accompagnement de votre arthrose avec les douleurs au niveau du genou, avoir ces approches complémentaires avec vous et mettre de la phytothérapie clinique dans votre parcours de soins, eh bien, écoutez, allez voir Guillaume. Je lui fais un petit courrier, voilà l'ordonnance de ce que moi je vous recommande et lui va vous proposer un accompagnement. Tu vois, moi je crois vraiment à ce travail d'équipe en fait entre les professionnels de santé en gardant toujours le patient au centre finalement de la prise en charge. Et alors, en parlant de justement cette coopération qu'on peut avoir entre les médecins et les pharmaciens, comment est-ce que tu vois justement ce tandem au début c'était un seul métier jusqu'à les années 1600, où après il y a eu chacun qui s'est spécialisé, avec le pharmacien qui est là pour préparer et s'occuper des traitements et le médecin qui est plutôt là pour prescrire et faire le diagnostic. Alors on voit qu'il y a des fois, il y a toujours eu des petites comment on peut appeler ça, des oppositions avec chacun qui dit « moi, tu ne prends pas ma partie », mais bon, on voit qu'il y a la même chose maintenant avec des infirmiers et avec d'autres professions. Comment est-ce que tu vois qu'on peut l'implémenter et travailler ensemble, sachant que ça se fait de plus en plus dans le cadre de la médecine, on va dire, j'appelle ça moderne, ou allopathique, comme tu veux, j'aime pas ce terme, mais plus moderne, mais de le faire dans le cadre d'une médecine intégrative. Je pense que déjà, il faudrait nous apprendre à travailler ensemble au cours de nos études, plutôt que de nous apprendre à nous détester. Parce que, moi, quand j'ai fait la première année de médecine, déjà, on nous apprenait, il y avait pharma et médecine. Et puis ensuite, quand tu grandis, tu vois passer l'interne de pharma qui vient vérifier tes presses et tout le monde te dit « purée », et je suis polie, je ne dis pas les vrais mots qu'on disait, et voilà, qu'est-ce qu'il va encore me dire, qu'il ne faut pas mettre ci, il va vouloir enlever ci, il va vouloir enlever machin, etc. Et puis l'interne de pharma qui râle aussi en disant ouais, « c'est bon, allez, les internes d'Anestrea ou les internes de Chir, ils vont encore me tomber dessus, machin, ils y comprennent rien ». Enfin, je pense qu'on devrait nous apprendre à travailler ensemble. On devrait aussi nous apprendre le travail de l'autre. Parce qu'en fait, chacun croit savoir ce que fait l'autre, mais on ne sait pas ce que fait véritablement l'autre au final.
Et puis, on devrait, voilà, l'infirmière, on souhaite et on le voit, hein, qu'on leur donne de plus en plus de responsabilités. Et ben, il faut apprendre à travailler ensemble. Et moi, j'ai pas de problème à faire ça. Moi, comme j'ai fait beaucoup de réanimation, en fait, en réa, on travaille tous ensemble. L'infirmier, l'aide-soignante, le médecin anesthésiste réanimateur, et puis il y a le cardiologue qui passe, et puis effectivement, il y a le pharmacien parce que le patient, il a une insuffisance rénale, et donc on doit réfléchir sur les antibiotiques. Donc, on va aussi mettre le néphrologue dans la boucle parce que pour peu qu'il ait été greffé, etc. Donc, on apprend à travailler finalement quand même tous ensemble. Et au final, ça se passe très bien. Je pense quand même que le cœur aussi du problème, c'est le manque de valorisation de nos métiers en France. Et que si on avait des métiers qui étaient un peu plus reconnus et un peu plus valorisés, en fait, on serait peut-être aussi moins agressif vis-à-vis de l'autre en disant il va essayer de me piquer une partie de mon travail aussi. Je pense qu'il y a un gros travail voilà, d'éducation. On devrait faire des groupes de travail communs, on devrait avoir des cours ensemble au cours de nos études. Et puis, on devrait, mais c'est un manque de temps aussi. On devrait prendre le temps de travailler ensemble, mais c'est difficile aussi parce que tout le monde est débordé. On le voit, vous êtes surpressés dans le milieu de la pharmacie, les infirmières, j'en parle même pas, les aides-soignantes, c'est catastrophique. Voilà, nous, les médecins, il en manque de plus en plus aussi. Donc, ça devient, c'est difficile, mais petit à petit, en mettant en place des structures comme l'association dont tu es à l'initiative, je pense que déjà, c'est un endroit où on peut se regrouper, on peut discuter, on peut monter des projets. Et puis, ça passe pas forcément par non plus que des cours sur les bancs de la fac. Ça passe aussi par des ateliers, par des conférences, par des cas cliniques. Moi, je vois ceux à qui j'enseigne, ce qu'ils souhaitent aussi, c'est des cas comptoirs. Par exemple, Madame D qui vient au comptoir pour telle problématique, qu'est-ce que je peux lui conseiller? Et puis, regrouper les acteurs de la filière, parce qu'il ne s'agit pas non plus de juste délivrer une boîte. Je pense qu'il faut savoir ce qui se passe pour arriver jusqu'à la gélule. Donc, ça veut dire aussi travailler avec les acteurs du marché, le producteur. Je pense que tout ça, on doit l'apprendre. Et ça, c'est quelque chose dont on ne nous apprend absolument pas. Ben, en fait, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Chez nous, en France, on est quand même vachement scindé. Donc, chacun va faire son métier. On ne va pas s'occuper de ce que fait les autres. Alors que là, toi, tu étais au Canada. Canada, Québec, c'est beaucoup plus le côté humain. En même temps, il y a beaucoup plus de pénurie de personnel médical depuis plus de 20 ans. Donc, ils sont beaucoup plus dans l'échange. Donc, les médecins, les pharmaciens, ils travaillent ensemble. Les infirmiers aussi. Il y a aussi beaucoup plus ce côté prévention qui est beaucoup plus prépondérant. Et donc, en fait, dès le départ, ils étaient ensemble et ils étaient valorisés. C'est comme ça qu'ils ont réussi à développer un petit peu tous ces programmes de prévention. Et nous, on a un petit peu toujours 20 ans de retard par rapport à ça. Bon, après, il y a des choses en France où on est beaucoup plus performant. Mais par contre, par rapport à ce côté échange, ce côté humain, sciences sociales, on a beaucoup de retard et on devrait prendre un peu plus exemple sur ces, ces personnes qui habitent au Canada, mais c'est parce que justement, ils étaient obligés de le faire au vu de la pénurie. Et en plus, là-bas, quand ils doivent se déplacer, ils sont à 30, 50 ou 100 km des hôpitaux, il fait froid, donc tu es obligé de te déplacer pour réellement, quand tu es malade, alors que chez nous, on a beaucoup plus de luxe, donc on met un peu plus de temps à arriver à ce côté échange avec les personnes. Donc maintenant, la grande question, c'est justement, c'est un peu le côté provoque. Donc on dit que la nature a horreur du vide. Et quand même, la médecine qu'on dit moderne, on a quand même complètement remis de côté tout ce qui est plante, alors que quand même c'est à l'origine de plus de 50 à 70% des nouveaux médicaments. Et les professionnels de santé se sont désengagés. Alors, à côté de ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait du marketing, d'autres personnes qui viennent avec pas forcément les meilleures intentions, avec des laboratoires, comme tu l'as dit, qui peuvent être créés. Voilà, surtout avec le Covid, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils inventaient chacun son laboratoire dans sa cave avec le dernier produit marketing à la mode. Alors, comment est-ce que nous, professionnels de santé, qui sommes formés, comment est-ce qu'on peut communiquer et comment est-ce qu'on peut enlever les fake news, parce que globalement, en fait, toute la journée maintenant, on passe plus de temps à essayer de décrypter ce que a dit telle ou telle personne ou tel laboratoire, soit au comptoir, soit en consultation, et comment est-ce que nous, on peut, nous, professionnels de santé, communiquer, je veux dire contre-attaquer
par rapport à ces vendeurs de rêves qui sont un peu sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Et comment est-ce que nous, on peut essayer de faire quelque chose pour informer nos patients, parce que derrière, il y a la santé qui est en jeu. Alors, je crois que ça, c'est très difficile parce qu'effectivement, je crois que déjà pour vraiment être très présent sur les réseaux sociaux, il faut avoir beaucoup de temps. Ce qu'on n'a pas, nous, véritablement, puisqu'on s'occupe de nos patients. Voilà, et on donne des cours, etc. Donc, je crois que c'est très difficile. Vraiment, on se bat contre… enfin, voilà, c'est une montagne face à nous, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut qu'on se regroupe comme tu le proposes avec des associations. Je pense que ça passe où chacun va justement donner des informations, essayer de transmettre d'une certaine manière, et qu'en étant à plusieurs, avec un bon niveau d'expertise, et petit à petit, on va réussir, enfin en tout cas, on arrive à distiller j'ai envie de dire presque la bonne parole, c'est-à-dire repréciser les choses et puis ne pas faire que du marketing. Il faut aller… On a quand même un outil qui est très précieux avec la phytothérapie. On est toujours en train de nous opposer que c'est du charlatanisme, etc. Ce n'est pas vrai. Nous avons énormément d'études scientifiques sur énormément de plantes, dont parfois même des études de très bonne qualité. Je pense au safran, par exemple, versus des traitements antidépresseurs avec une efficacité prouvée du safran et un effet similaire dans, par exemple, la prise en charge de la dépression légère à modérée. Donc, on a de la data. C'est une certitude, il faut la mettre en avant. La phyto nous permet aussi quand même de créer une sorte d'écologie du soin où on va pouvoir être plusieurs acteurs, puisqu'en fait, si on fait de la phyto, ça veut dire qu'on va intégrer aussi le producteur de plantes avec nous. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir apprendre à avoir un regard critique sur tout ce qui se passe jusqu'à la gélule. Et donc, ça veut dire aussi avoir un impact positif si on fait les choses correctement sur la planète. Et ça, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, c'est le le green bashing et le greenwashing aussi, où on met en avant l'environnement, etc. Et parce que c'est à la mode. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui parlent du concept One Health, mais en fait, c'est encore un effet de mode marketing. Il faut savoir ce que c'est et il faut surtout communiquer sur les véritables choses à mettre en place. Et ça va passer par travailler correctement la terre, préserver la nature, éduquer aussi les enfants, c'est-à-dire aussi aller à l'école en fait, parce que la phyto, avant de faire de la phyto scientifique, on peut aussi faire de l'éducation auprès des plus jeunes, auprès des personnes âgées aussi. C'est transmettre, je pense, en faisant la part des choses, mais en s'appuyant aussi sur la littérature scientifique parce qu'on l'a, et en expliquant en fait qu'on a des données très solides qui nous permettent d'associer les médicaments avec la phyto, parfois de pouvoir, dans certains cas, diminuer la pression allopathique thérapeutique en introduisant de la plante, et parfois introduire de la plante pour limiter des effets secondaires de traitements allopathiques qui sont nécessaires et dont on a besoin. Et je pense que si on intègre la phyto dans le reste du parcours de soins, en mettant quand même en avant ce côté très scientifique, avec les études qu'on a, petit à petit, on va réussir à faire sa place à la phytothérapie clinique, telle qu'elle est par exemple présente en Suisse. En Suisse, on le voit très bien, les médecins prescrivent de la phyto, les chirurgiens, moi je connais des chirurgiens ORL qui passent du bloc opératoire en consultation à prescrire des formules à base d'huiles essentielles pour leurs patients, mais aux côtés aussi des antibiotiques quand on en a besoin, par exemple. Non, c'est vrai qu'il y a un point qui est assez important que tu abordes et qui est très intéressant, c'est ce côté pollution. Et ce qu'on sait au niveau écologique, c'est que les soins en médecine conventionnelle font entre 7 et 10% de pollution des soins totaux. Donc, c'est une obligation parce qu'on ne va pas non plus arrêter de se soigner. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, les plantes, c'est naturel et ça nous permettrait justement de diminuer la pression sur l'écologie et sur les espèces, mais en même temps, on arrive à piller l'environnement pour vendre du marketing. Alors, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que d'un côté, on pourrait aider à limiter avec certaines plantes en remplaçant des médicaments. Par exemple,
les benzodiazépines qui ont un impact à la fois écologique et en même temps sur les habitudes de vie, parce que les personnes qui ont des benzodiazépines, premièrement, ils n'arrivent pas forcément à s'endormir de manière successive, et en plus, derrière, c'est utilisé de mauvaise façon, c'est-à-dire que on n'est pas censé en prendre tout le temps. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, utiliser des plantes dans le sevrage de benzodiazépines ou autre, et comment est-ce que toi, c'est dans ce côté aussi, on voit qu'on arrive à rejoindre à la fois le côté prévention sur le long terme, mais également sur le côté aigu avec ce type d'intervention qu'on pourrait faire sur les médicaments et switcher par des plantes. Alors, comment, toi, est-ce que tu pourrais, par exemple, proposer des protocoles et des choses comme ça sur les benzodiazépines? Oui, alors ce que tu dis, c'est très juste. Quand on pense à l'usage des benzodiazépines, de toute façon, on l'a vu, la santé mentale était une grande cause nationale en 2025, elle l'est restée en 2026. Je ne vais pas ressortir les chiffres de l'épidémie, de la catastrophe de l'état de la santé mentale dans nos populations. Je ne ressortirai pas non plus les chiffres sur les enfants parce que c'est absolument catastrophique. Et puis à côté de ça, on a effectivement l'explosion de la prescription, en particulier des anxiolytiques, chez des populations de plus en plus jeunes, mais aussi chez les personnes très âgées, avec tout ce que ça, toutes les complications qu'on a, hein, puisque par exemple, on sait que c'est un facteur de risque de chute qui est très important chez la personne âgée. Donc, les benzodiazépines, on a un mésusage, comme tu l'as dit très justement, on prescrit des benzos et en fait, les patients continuent à les prendre, ne les arrêtent plus et on ne sait pas comment faire pour leur faire s'arrêter. Finalement, en phytothérapie, là pour le coup, on a quand même des plantes qui ont été bien étudiées dans la littérature scientifique. On connaît leur mécanisme d'action, on connaît leurs effets, à la fois certes chez l'animal, mais aussi chez l'être humain. On a quand même un panel à notre disposition. J'ai parlé du safran. On peut parler de la passiflore également, qui a été bien étudiée, par exemple, et qui a un effet, finalement, quand on regarde dans ses mécanismes d'action, on la compare souvent aux benzodiazépines, parce que c'est vrai qu'elle a des mécanismes d'action qui se rapprochent de ceux des benzodiazépines, mais en fait, elle a plus un effet modulant sur les récepteurs GABAergiques que saturant. Donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, avec la passiflore, on n'a pas de phénomène d'addiction ni d'accoutumance. Donc, on a quand même à notre disposition des moyens à proposer à nos patients, soit pour les accompagner dans le sevrage des benzodiazépines, parce que c'est ça aussi maintenant un des grands problèmes, c'est comment accompagner les patients dans le sevrage. Et puis, l'avantage de la phyto aussi, et ça encore une fois, c'est que ça a été bien démontré, c'est que les plantes, de par leur multitude de principes actifs, elles ont souvent une multitude d'effets, à la différence, je simplifie un peu, d'un médicament qui est un principe actif avec un effet, et auquel cas, on sait que par exemple, des plantes qui agissent sur la sphère psycho-émotionnelle, j'ai cité la passiflore, mais c'est le cas du safran, c'est le cas de la rhodiole, par exemple, elles vont aller jouer aussi un rôle sur la modulation des mécanismes neuro-inflammatoires, dont on sait aujourd'hui qu'ils auto-entretiennent les phénomènes d'anxiété et de dépression, par exemple. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec une benzodiazépine allopathique. Donc, on a à notre disposition des outils avec une efficacité démontrée. Et donc, effectivement, moi, par exemple, quand on doit accompagner un patient dans un protocole de sevrage des benzodiazépines, en fait, on va associer facilement une plante comme la passiflore, mais aussi une rhodiole. Et en fait, ensuite, on s'adapte, parce que si le patient prend la benzodiazépine déjà depuis très longtemps, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, parce qu'on a des patients, ils prennent des benzos depuis des années. Moi, je me rappelle ma grand-mère, la petite barrette de Valium, elle l'a prise pendant, je pense, bien 25 ans, elle n'a jamais voulu l'arrêter. Mais toujours est-il que, voilà, et là, en phyto, on a vraiment des outils pour accompagner nos patients qui ont une efficacité démontrée. Le frein de la phyto, et c'est ça le problème, c'est pas tant, ce n'est pas que les problèmes de reconnaissance scientifique, par les pairs, par nos pairs en tout cas, c'est aussi le frein financier, c'est-à-dire que les patients, et ça c'est culturel en France aussi, sont habitués à avoir une médecine prise en charge par la sécurité sociale, des médicaments, et même si on voit avec le déremboursement de beaucoup de solutions, mais qui est prise en charge, et on a encore des patients qui ont, soit par conviction, soit aussi par difficulté financière, des difficultés à passer le cap de se tourner vers des solutions qui ne sont pas prises en charge par le système de santé. C'est aussi ça un problème et une des difficultés auxquelles on est confronté. Ensuite, je pense que, pour prendre un deuxième exemple rapide, on est moins en France dans la culture de la prévention, tu l'as évoqué tout à l'heure, et ça c'est un vrai problème de santé publique aussi, parce que un exemple assez typique. En France, quand on a une gastro-entérite, par exemple virale, c'est le cas là sur les périodes épidémiques,
comment on traite la gastroentérite virale? On fait du symptomatique. Si le patient a des diarrhées, on donne des antidiarrhéiques. Le patient a mal au ventre, on lui donne du fluoroglucinol, un peu de paracétamol, et puis on lui dit de s'hydrater, par exemple. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Voilà, on a le racécadotril aussi, les antisécrétoires, mais c'est à peu près ça le traitement. Or, on a quand même des études scientifiques qui nous ont bien montré qu'on a 10% des syndromes de l'intestin irritable qui font suite à une gastroentérite. 10%, c'est quand même pas négligeable. Et l'avantage là de la phyto, par exemple, c'est que quand on va aller proposer un noyer pour réguler les diarrhées présentes dans la gastroentérite, en fait, avec le noyer, on va avoir un effet anti-inflammatoire, on va avoir un effet régulateur du microbiote et protecteur du microbiote intestinal, on va avoir un effet réparateur sur la muqueuse. Si on ajoute la mélisse, on va aller travailler sur les protéines de jonction, sur l'occludine, par exemple. Donc, avec la phyto, on va avoir un effet à la fois symptomatique, si je puis dire, sur les diarrhées, les douleurs abdominales, mais en plus, on va potentiellement prévenir les complications d'une certaine manière de la pathologie de la gastroentérite. Parce que ça semble être, on dit oui, un syndrome d'intestin irritable, c'est bénin, c'est pas un cancer, c'est pas un Crohn. Ça pourrit la vie des patients. Puis il y a une errance diagnostique qui est souvent très longue et les patients, ils ont un vrai retentissement sur leur qualité de vie. Donc, si on était plus dans cette démarche de prévention, et ça, la phyto peut vraiment nous aider, avec encore une fois des données dans la littérature scientifique, je pense qu'on améliorerait grandement la prise en charge des patients et on aurait un effet vraiment de maintien de santé durable, si je puis dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a des discours qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, quand on regarde, c'est qu'on oppose souvent phytothérapie, nutrition, prévention avec de l'aigu, alors que est-ce que c'est pas parce que on a, avec la médecine moderne et la pharmacologie moderne, essayé de trop se fixer sur des récepteurs avec des finalités comme par exemple certains symptômes et certains récepteurs clés, alors qu'on voit avec la phytothérapie, on arrive plus à moduler le vivant, les hormones et tout ce qui est autour dans des systèmes comme on peut l'avoir justement avec le cœur, les organes, donc de manière un peu plus générale. Donc, alors maintenant, une autre question qui est un peu dans ce sens. Je sais que tu fais des cours en particulier sur les plantes adaptogènes. Qu'est-ce que tu penses justement des mécanismes d'action des plantes adaptogènes d'un point de vue scientifique et qu'est-ce que ça pourrait apporter par rapport à notre vision de la pharmacologie qu'on a qui est assez figée avec des récepteurs et des clés qui sont uniquement pour modifier, comme on pourrait modifier un mécanicien, il va changer telle ou telle pièce sur la finalité de notre de notre voiture ou autre chose, et on n'est pas du tout dans cette notion d'écosystème, d'équilibre qu'on pourrait avoir comme on a dans un écosystème vivant, et c'est bien ça, je dirais, la grosse problématique qu'on a dans notre médecine, qu'on a actuelle, qui, on le voit, est en train d'évoluer avec les apports des microbiotes, mais qui est un peu, il manque une brique, quoi. Alors, les plantes adaptogènes, ce sont des plantes fantastiques, mais qui ont été, on a vu beaucoup avec la rhodiole, par exemple, vraiment mise à l'honneur avec un forcing marketing assez important, ce qui fait qu'on en est venu à les présenter comme des super plantes qui avaient presque la capacité de résoudre, entre guillemets, tous les problèmes. Les plantes adaptogènes, et moi j'insiste beaucoup dans mes cours dessus, donc ce sont des plantes qui, quelque part, pour faire un peu court, mais augmentent notre capacité de résistance au stress. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend sur les bancs de la fac de médecine? Quand on a un patient qui a une pathologie, moi je me souviens quand on nous faisait les cours et qu'on nous disait proposez votre prise en charge. La première étape, c'est prise en charge étiologique, c'est-à-dire la cause de la pathologie. Et c'est là, à mon avis, où on s'est trompé en mettant à la mode les adaptogènes, c'est qu'en fait, on a fait croire aux gens qu'avec les adaptogènes, on résolvait tous les problèmes. Mais quand on a quelqu'un, par exemple, qui est en burn-out ou quelqu'un qui a une anxiété majeure avec des troubles de la sphère psycho-émotionnelle, voilà, et qu'on lui dit, écoute, on ne va pas proposer une rhodiole, par exemple, en plus d'autres choses, bien sûr. Le traitement à la base, c'est quand même l'éviction du facteur de stress. La rhodiole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les capacités de résistance, elle permet de gagner du temps et de te donner du temps pour faire face dans des meilleures conditions, mais elle ne va pas résoudre la cause
du problème, si je puis dire. Donc ça, déjà, c'est la première chose sur laquelle on s'est trompé. Le marketing a présenté les adaptogènes comme des plantes miracles. Et puis à côté de ça, il y a aussi le problème du biotope, si je puis dire, où la plupart d'entre elles ne sont pas des plantes qui sont issues de notre environnement. Elles avaient été, par exemple, très étudiées, quand on pense au ginseng sibérien, les leutérocoques, elles ont été très étudiées, par exemple, dans les pays de l'Est, parce qu'elles poussaient naturellement dans cet environnement-là. Et donc, on a une maintenant demande de ces plantes-là, je reviens toujours à la rhodiole, parce que c'est celle qui est beaucoup à la mode, avec un impact non négligeable sur des écosystèmes, et une plante qui est mal utilisée, parce qu'en fait, maintenant, c'est la plante miracle et on la met à toutes les sauces. Donc, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas cette formation sur les plantes, parce qu'encore une fois, ce sont quand même des ressources précieuses. On ne doit pas faire n'importe quoi avec. Elles peuvent augmenter nos capacités de résistance au stress, mais elles ont aussi chacune leur spécificité. Et donc, il faut qu'elles soient recommandées de façon adaptée à la juste dose, avec un produit de qualité. Et ce ne sont pas non plus des plantes qui sont visées à être prises pendant 12 mois sur 12. Je pense aussi qu'il faut arrêter de voir les compléments alimentaires et la phyto comme quelque chose qui peut être pris tous les jours, en permanence, de façon systématique. Ça a quand même aussi un impact sur l'environnement. Donc, il faut savoir raison garder et on en revient toujours à la nécessité d'éduquer, de former au bon usage des plantes, au bon moment, à la bonne dose, avec un bon produit. C'est là qu'on voit qu'on revient dans ce discours qui est scientifique, qui est médical. Sur ce côté, un poison, à la base, c'est censé modifier un organisme en fonction de la dose, mais on n'est pas censé l'avoir toute la journée. Donc, c'est pendant un événement transitoire pour rééquilibrer et on n'est pas justement, moi, les gens qui me disent, moi, j'avais des fermes d'entreprise qui me disaient, OK, tu connais les plantes, donc donne-moi des plantes pour que je puisse aller mieux et que je puisse travailler 3 fois plus. Mais justement, ces plantes adaptogènes, je suis totalement d'accord avec toi. Le but, c'est pas d'augmenter la résistance. En fait, à la base, c'est plutôt, on va le réétalonner. C'est comme une balance. On va réétalonner la balance pour que tu retrouves le bon niveau. Mais par contre, si ta balance, tu vas la charger 10 fois plus, et ben à la fin, tu vas casser la balance parce que c'est juste un rééquilibrage, c'est pas censé augmenter la résistance de ton plateau. Et c'est ça que les gens ont mal entendu. Et la grosse problématique, c'est cette histoire aussi de changement de statut et de mode. Ils ont vu que c'était une plante qui avait un effet qui est très intéressant parce que la médecine qu'on a, c'est de modifier les symptômes et de cacher les symptômes. On va enlever l'inflammation alors que c'est des symptômes qu'on a. Mais derrière, si on enlève l'inflammation, eh ben, on va avoir des problématiques parce que l'inflammation, à la base, c'est un phénomène naturel pour limiter. Les machines, elles n'ont pas de système, on va leur mettre un système limitatif pour dire, voilà, si ça bouge trop fort ou si on fait trop de choses, eh ben, ça va empêcher de casser. Notre corps, il a plein de systèmes et nous, on fait l'inverse avec des médicaments. On va enlever ces systèmes pour enlever les symptômes, mais derrière, il va y avoir un déséquilibre. Et ces plantes adaptogènes, elles servent juste à rééquilibrer. Et la problématique, par exemple, avec les plantes adaptogènes, comme tu le disais très bien, c'est que derrière, on va les vendre et on va les prendre toute la journée avec des doses soit plus élevées, soit en sous-dosage. Et le fait de l'avoir en sous-dosage, on va perdre l'efficacité. Là, on va dire, oui, mais ta plante, elle ne marche pas. Alors qu'on peut très bien qu'il y ait de plus en plus de publications sur les différentes plantes et en même temps, on va les retirer parce qu'on va modifier la façon. Donc, derrière, on peut parler de ce côté justement complément alimentaire et comment est-ce qu'on arrive comment on est arrivé à arriver sur ce marketing du complément alimentaire et le passage aussi du statut de médicament à complément alimentaire où c'est devenu un mode de vie. Moi, on parle tout le temps, oui, je veux hacker mon corps, comme ça je pourrais travailler 2 fois plus, je veux pouvoir dormir, je veux faire ci, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu penses de cette mode de biohacking et de cette consommation, on va dire, de santé pour être toujours plus performant dans le côté voilà. Déjà, je pense que quand même la base, et alors là, les compléments alimentaires, c'est juste une solution d'ultra précision qui vient s'ajouter à une base qui doit avoir été entre guillemets, assainie et rééquilibrée. Donc, le complément alimentaire, il porte quand même bien son nom, hein, complément alimentaire. Genre, normalement, il arrive en plus, parce que, comme on le disait,
dans la grande majorité des cas, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires toute l'année. La base, c'est quand même travailler avec la personne sur son modèle alimentaire, son hygiène de vie, son hygiène de sommeil. Maintenant, on en vient aussi à faire beaucoup d'éducation, par exemple, sur la gestion des écrans, la gestion des réseaux sociaux. Ça en vient, il faut aussi, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les patients, discuter aussi de qu'est-ce que j'utilise, les produits ménagers. Par exemple, tout ce qui est, moi j'aime bien tout ce qui est aussi cosmétique, maquillage. J'ai des femmes, par exemple, dans le contexte d'oncologie, on intègre aussi la discussion sur le maquillage parce que malheureusement, on sait des perturbateurs endocriniens, des substances toxiques en fonction des marques. Donc tout ça, c'est quand même très important de retravailler d'abord la base. Et ce qu'on met dans notre assiette, ça doit quand même rester le premier élément à équilibrer et à corriger. Je suis contre l'orthorexie, c'est-à-dire avoir un modèle alimentaire ultra strict, etc. Pas du tout. Je pense qu'il faut avoir un état de base global équilibré et qu'après, de temps en temps, si pour une raison X ou Y, on sort, on a des amis, il y a des entorses entre guillemets qui sont faites et qu'on mange quelque chose d'un peu moins sain, l'organisme, il est tout à fait capable de l'encaisser sans qu'il y ait de conséquences, à condition qu'on ait une routine qui soit équilibrée dans la grande majorité des cas. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est cette éducation aussi, je pense, c'est ce que moi j'appelle un peu, la phytonutrition. Ça n'a rien à voir avec de la phytothérapie clinique. On est bien d'accord, on n'est pas du tout sur le même niveau scientifique, mais on sait que ce qu'il y a dans notre assiette, c'est un déterminant majeur de notre santé dans le temps, c'est-à-dire de la longévité, mais la longévité en bonne santé. Ça, c'est fondamental. Et on sait qu'on peut faire beaucoup de choses en matière de prévention et de maintien de la santé en faisant les bons choix dans son alimentation. On a des études d'excellente qualité sur le régime méditerranéen, mais on a aussi toutes les plantes qu'on peut utiliser à un niveau de phytothérapie clinique très élevé, comme le curcuma par exemple, mais qu'on peut en phytonutrition intégrer dans son alimentation et on sait qu'on va en tirer aussi des bénéfices. Par exemple, le curcuma dans l'alimentation, certes, on présente toujours le problème du passage de la barrière intestinale des curcuminoïdes. Oui, je suis d'accord, mais n'oublions pas qu'on a le curcuma qui, dans le cadre de l'alimentation, va aussi évidemment transiter dans le tube digestif et va avoir un effet local, anti-inflammatoire par exemple, à l'échelle très spécifique de la muqueuse du système digestif, indépendamment d'un effet phytothérapie clinique comme on a sur un extrait, mais intégré dans son alimentation au quotidien, il va nous aider à lutter contre les phénomènes d'hyperperméabilité, etc. Donc, c'est quand même très intéressant de reprendre, je pense, la base. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé sur la base, là, on peut rajouter des solutions d'ultra précision sous forme de compléments alimentaires de qualité. Et alors, t'es plus extrait, poudre ou aliment? Ça, c'est la question piège. C'est la question piège. Alors, pour moi, l'aliment, c'est la base. Donc, on est obligé d'avoir l'aliment. D'accord? Moi, je pense que l'assiette, ça reste quand même la base indispensable. Et ensuite, il y a la bataille extrait ou poudre. Je pense qu'il y a deux questions qu'il faut se poser pour choisir. La première, c'est quelle est la qualité? Parce que entre ta poudre et ton extrait, si tu as une poudre d'excellente qualité et que tu as un extrait de très mauvaise qualité, il vaut mieux avoir la poudre. Même si dans la poudre, on va avoir la cellulose, etc. Si elle est d'excellente qualité, elle sera toujours préférable à un extrait de mauvaise qualité. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu prends le complément et sous quelle forme as-tu besoin de l'avoir? Parce que même si on ne peut pas réduire un complément ou une plante à une molécule ou deux, on a quand même, et c'est encore une fois les détracteurs qui nous disent qu'on n'a pas d'études scientifiques, c'est faux, on a quand même des études scientifiques qui ont analysé les plantes, qui ont mis en évidence certaines molécules. On sait que certaines molécules interviennent dans tel ou tel effet de la plante. Et si jamais je prends une plante, par exemple, un curcuma, pour avoir un effet plutôt anti-inflammatoire à l'échelle neuronale, ou est-ce que je veux un curcuma qui aura plutôt une action sur mon système digestif, par exemple anti-inflammatoire au niveau du foie? Je n'aurai pas forcément besoin exactement des mêmes molécules présentes ou pas nécessairement dans la même quantité. Donc, c'est aussi ça la question. Et en fait, c'est là où on en vient à ce qu'on disait. La phytothérapie clinique, c'est une spécialité d'expertise. La phytothérapie, c'est beaucoup plus complexe que l'allopathie finalement, parce que les plantes, ce sont des substances très complexes. Et je pense qu'on doit apprendre aux professionnels du soin à justement se poser ces questions-là et surtout à y répondre.
Alors, les personnes qui sont un peu détracteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire qu'ils ils ont peur et ils ont mal compris la phytothérapie? Parce que justement, c'est beaucoup plus facile de comprendre, je dirais, une seule molécule et un seul récepteur parce qu'on est formé là-dessus, que d'évaluer l'efficacité sur un système complet qui va atténuer ou qui va se modifier et qui va avoir un effet, justement, comme on en a parlé un petit peu, sur les plantes adaptogènes et sur différentes plantes, sur la modulation globale d'un écosystème. Et c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer. C'est un peu comme si tu rajoutais maintenant une plante qui est exotique, tu vas la mettre dans un nouvel écosystème et on se rend compte qu'on ne sait pas si ça va complètement modifier. Par exemple, là, il y avait une étude où vous avez importé une nouvelle plante, ça va modifier l'écosystème et ça va carrément modifier le cours d'une rivière parce qu'il y avait des castors qui avaient été chassés et ainsi de suite. Donc, on se rend compte en fait que pour notre écosystème, parce qu'en fait, on est composé en majorité de notre microbiote et c'est ça, je dirais, la grande évolution scientifique des 30 dernières années. On voit qu'on est en train de changer de paradigme et que la médecine moderne est en train de se réinventer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui disent que la phytothérapie, c'est la science du passé et comment est-ce qu'on peut arriver à apporter un peu notre grain de sel et notre science à la médecine actuelle? Moi, je pense qu'on a quand même déjà des études scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer, où on a pour le coup, pour certaines plantes, à la fois des études sur la plante dans son totem, si je puis dire, ou un extrait de plante, mais on a aussi des études parfois juste à l'échelle moléculaire. Tu vois, je pense au salidrosite, par exemple, on a des études dessus. Donc quand même, les détracteurs, on a quand même des données scientifiques de bonne qualité sur parfois l'être humain, souvent sur l'animal. Donc on a quand même de la donnée scientifique, à mon avis, sur laquelle s'appuyer. Ensuite, je pense quand même que c'est très important aussi de garder en tête ce que tu disais avec les dérèglements des écosystèmes, ce côté santé environnementale. Et donc ça nous oblige aussi à apprendre à discuter avec, par exemple, ceux qui sont à l'origine du complément. Et je ne parle pas du laboratoire qui va fabriquer le complément, je parle par exemple, tu vois, du producteur de plantes, de discuter aussi avec eux sur le biotope, l'environnement, qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact. Ça veut dire aussi peut-être travailler avec des plantes plutôt de notre propre environnement avant d'aller chercher des plantes d'environnement, on va dire, plus exotiques, par exemple. Et puis, c'est aussi soutenir les filières et démontrer aussi que, par exemple, tu vois, on parlait de la rhodiole, oui, mais alors donc, par exemple, les résidus d'extraction de la rhodiole, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on peut les travailler dans le milieu de la cosmétique, par exemple. Donc, c'est aussi travailler avec les acteurs du marché et les pousser un peu dans leur retranchement pour leur apprendre, et je pense que c'est aussi notre rôle, parce que c'est aussi avec les questions qu'on va poser et les réponses qu'on va exiger d'eux aussi, pour savoir un petit peu quels sont par exemple les accords commerciaux avec les agriculteurs, les producteurs. Est-ce que, par exemple, ils fixent un prix en avance? Est-ce que si jamais la production n'est pas de qualité, est-ce que le producteur perd tout, etc. Est-ce qu'il y a un côté quand même éthique aussi dans le… voilà, est-ce que la filière, elle est contrôlée de A à Z? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Avec quoi? Quels sont les solvants qui sont utilisés? Tu vois, les excipients, on parle de la plante, mais qu'est-ce qu'il y a en plus de la plante? C'est pas tout d'avoir une rhodiole d'excellente qualité ou une autre plante, j'ai pris l'exemple de la rhodiole, mais est-ce qu'on y a mis du stéarate de magnésium? Je ne sais pas, est-ce qu'on a de la maltodextrine dedans, par exemple? C'est aussi ça, voilà, aller voir aussi ce qu'il y a autour de la plante, parce que là, effectivement, il y a un gros travail aussi à faire, et je pense que c'est à nous aussi à faire, à sensibiliser aussi les gens sur tout ça. Oui, c'est vrai que là, on est sur des sujets qui sont très intéressants entre le côté à la fois marketing, à la fois le côté social, le côté environnemental, ce qu'on appelle aussi l'ethnobotanique, donc c'est l'utilisation des plantes dans la société. Et on voit que les plantes, elles ont toujours été dans notre écosystème parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la nature qui est au service de l'homme, mais que l'homme est considéré dans cette truc. Est-ce que les pathologies, la plupart des pathologies qu'on a maintenant et qu'on meurt, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est système cardiovasculaire, avec l'obésité, les cancers, les allergies, est-ce qu'on ne se les est pas créés et comment est-ce qu'on pourrait faire justement
pour se soigner de manière un peu plus durable, pour éviter justement toutes ces pathologies qui sont, on va dire, des pathologies qu'on s'est créées. Il y a une trentaine d'années, on ne les avait pas, quoi. Je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. Il faut vraiment s'inscrire dans une approche qui est vraiment très intégrative. Tu vois, quand tu parlais des maladies de civilisation, on voit là, par exemple, moi j'ai des copains radiologues, on voit l'explosion des cas de stéatose hépatique. Voilà, qui sont diagnostiqués donc en échographie chez des patients souvent jeunes, voilà, à la trentaine. Et donc, en fait, là, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience qu'il faut avoir et il faut qu'on puisse mettre en avant les bénéfices de la phyto parce que si tu prends cet exemple de la stéatose hépatique ou du risque métabolique, par exemple, chez ces patients-là qui sont un peu en surpoids, qui parfois ont un bilan lipidique qui est un peu perturbé, qui ont déjà des critères de stéatose à l'échographie, bon, proposer des plantes ou du complément alimentaire comme ça, en faisant juste ça, ça ne va pas régler le problème. Il va falloir travailler, comme je l'ai dit, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie. Ça veut dire éduquer les gens. Moi, je suis toujours très surprise. Je me souviens quand j'ai commencé, je me disais, tu ne vas pas quand même les gens leur dire qu'il ne faut pas boire 1 litre de soda par jour. Ils le savent, ça. Mais non, en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas, malheureusement. Donc, ça veut dire reprendre les bases. Et puis ensuite, ça veut dire s'appuyer sur la phyto parce que pour en revenir à la stéatose hépatique, n'avons-nous pas une plante qui est merveilleuse sur la stéatose hépatique, qui a démontré son efficacité dans la littérature scientifique sur l'amélioration des paramètres échographiques et biologiques? C'est quand même le chardon-marie, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que le chardon-marie est le remède miracle de la stéatose hépatique, parce que si on commence à le présenter comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va épuiser les ressources, on va avoir des produits de mauvaise qualité, on va avoir un impact environnemental qui va être très lourd, il va falloir rééduquer le patient et la phyto vient en accompagnement. Et là, ça fonctionne. Et surtout, ça fonctionne parce que ça va fonctionner dans le temps. On va avoir des résultats qui sont durables. Et ça, moi, j'y crois beaucoup à cette prise en charge globale. Voilà, c'est vraiment tenir compte des différents aspects. Et on n'est pas forcément tous experts dans tous les domaines. Mais par contre, c'est travailler en réseau et prendre en charge le patient. Finalement, je ne prends pas en charge la stéatose hépatique. C'est je prends en charge monsieur D qui souffre d'une stéatose hépatique et qu'est-ce que je mets en place dans son alimentation, dans son hygiène de vie. Et là, les plantes vont vraiment venir nous aider pour améliorer avec des résultats en plus qui vont être patents. Donc ça va encourager le patient aussi dans sa démarche. C'est ça, par exemple, donc ton exemple que tu parles de chardon-marie, ce qui est intéressant, c'est que à la base, c'était un médicament, le légalon qu'ils ont retiré du marché parce que c'était pas rentable, et ça a été découvert dans les Vosges, pas trop loin de chez moi, et l'indication à la base, c'était justement les intoxications à certains types de champignons, et c'est là où on s'est rendu compte que avec les substances, les silimarines et tout ça, il y avait des antioxydants et ça régénérait le foie, et c'est là où on se dit que c'est quand même dommage de passer à côté de ça, alors que derrière, tout ce qui est régénération, tout ce qui est protection, tout ce qui est immunité, on n'a strictement rien du tout dans la médecine. Et c'est pareil pour l'immunité. On voit que maintenant, on commence à nous sortir des champignons, du cordyceps, du machin pour aller soulever de la fonte, alors que les champignons, depuis tout le temps, ils servaient pour l'immunité, et les plus grandes recherches qu'il y a eu sur les champignons, donc c'est ce qui est, les champignons, ils sont souterrains, ils ont toujours aidé à agir sur l'immunité, la cyclosporine, le tacrolimus, donc tous les immunosuppresseurs, ça provient des champignons, et ils agissent justement sur des récepteurs qui sont des modulateurs de la voie de signalisation et pas la voie de signalisation elle-même, comme les autres médicaments. Et tous les antibiotiques, donc les antibiotiques qui tuent les bactéries, c'est également les champignons. Donc quand on dit les champignons ne marchent pas ou les champignons sont miraculeux, on est vraiment à côté de la plaque par rapport à la redécouverte qu'on a des solutions naturelles qu'on a toujours vues depuis le départ, quoi. Exactement, tout à fait. Donc, on en revient toujours à l'éducation, la formation et la vérité est au milieu du chemin, si je puis dire. C'est pas que la phyto est surpuissante ou c'est pas qu'elle ne l'est pas du tout, c'est qu'elle a une certaine efficacité dans certaines situations et en fait, on doit la promouvoir absolument parce qu'on sait qu'elle va nous permettre de mieux accompagner les patients, d'avoir un impact moins délétère sur notre écosystème aussi. Quand on parlait des benzodiazépines,
parce qu'on parle toujours des perturbateurs endocriniens, la pilule, les antibiotiques qui sont au niveau des stations d'épuration, on va retrouver ensuite dans l'environnement, les rivières, etc. Mais personne ne parle des résidus de benzo qu'on trouve. Et il y a des études qui ont été faites, qui ont démontré la modification du comportement, par exemple, des poissons. Donc, ça aussi, c'est important aussi de tenir compte de l'écosystème. Et je pense que la phyto peut nous aider justement à avoir un impact beaucoup plus favorable, ou en tout cas moins défavorable, sur l'écosystème, sans perdre en efficacité, si je puis dire, pour la santé des individus humains, entre guillemets. Alors là, on va bientôt arriver à la fin. Oui. Alors, je vais te poser la dernière question. Donc là, on a quand même parlé de pas mal de choses. Et ce qu'on a parlé, c'est aussi de ce côté écosystème. Oui. Qu'on s'est créé justement des maladies en se coupant de notre rythme et de la nature. On a des insomnies parce qu'on a des lumières partout. On commence à manger à toute heure du jour et de la nuit. On respecte plus du tout notre rythme biologique. On prend des substances qui vont te droguer d'un côté ou de l'autre pour pouvoir être bien. Donc, toutes les pathologies, une grande partie des pathologies qu'on s'est fait, on se les est créées. Et après, derrière, on va essayer justement de jouer un peu à l'apprenti sorcier en appuyant sur des récepteurs qu'on a trouvés soit pour mettre en mode on ou en mode off. Et est-ce que justement le lien, est-ce que le mécanisme d'action de la phytothérapie, c'est pas justement d'essayer de refaire ce lien entre la nature, l'environnement et les plantes, soit par l'alimentation, soit par des substances qui sont un peu plus concentrées, et c'est ce lien-là qui permettra peut-être de retrouver notre équilibre, de retrouver le lien avec la nature et donc de rester en bonne santé de manière globale dans cette santé intégrative et dans ce One Health. Je crois que tu as tout dit, Guillaume, c'est exactement ça. C'est la phyto, vraiment, je pense que la phyto peut vraiment nous aider à avoir un effet, si tu veux, modulant et rééquilibrant. Dans le sens où la phyto, elle va quand même rarement déséquilibrer les choses. Et ça s'explique aussi par la multitude des principes actifs et la multiplicité des cibles, avec un effet qui est véritablement modulant. J'ai parlé de la passiflore. Pourquoi ? Parce que la passiflore, on n'a pas d'accoutumance ou de dépendance à l'usage de la passiflore, au contraire d'une benzo. C'est parce qu'elle n'a pas un effet saturant sur le récepteur, mais qui est plutôt modulant. Et donc, je pense que véritablement la phyto peut nous aider à revenir vers une forme d'équilibre de la santé, mais aussi d'équilibre de notre environnement, et nous réapprendre à mieux nous réapproprier peut-être notre environnement. Et ça, c'est un vrai travail qu'on peut faire avec la phytothérapie sans perdre le côté très scientifique de celle-ci, mais tout en nuançant avec ce que moi j'appelle la phytonutrition, plutôt pour de la prévention et du maintien de la santé au quotidien. Et ça passe aussi par l'éducation, et je pense qu'il faut ça devrait être enseigné dans les écoles aussi. Voilà, je pense que les enfants, ils devraient apprendre un peu tout ce qui est phytonutrition. Ça leur ferait beaucoup de bien, et puis surtout, ça les préparerait à mieux appréhender la suite de leur vie, je pense. Après, c'est vrai qu'à l'époque, ils apprenaient à la fois à cuisiner, ils apprenaient à utiliser les plantes, à les cultiver et à vivre avec la nature. Et ça nous faisait à la fois de l'unité et à la fois des connaissances. Après, ça se fait encore dans certaines écoles, mais bon, maintenant, c'est plus… ils sont sur une tablette et ils apprennent à utiliser un téléphone, ce qui n'est pas du tout la connexion avec la nature, c'est plutôt la connexion avec des influenceurs qui vont nous raconter tel ou tel truc, d'acheter tel ou tel produit miracle. Exactement. On est plus dans la science de la rapidité, alors que la nature, c'est quand même assez abrupt et c'est sur le long terme. Donc voilà, moi je pense que c'est le mot de la fin. Je te remercie d'être là, et vous pourrez poser vos questions. Et la prochaine fois, il y aura le docteur Alain Carion qui parlera, et il parlera en particulier de la plante qu'on utilise comme outil pour équilibrer ou pour soigner. Il est spécialisé en cette médecine et en l'endobiogénie, qui est une branche de la phytothérapie. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été présents. Je ne sais pas si on peut poser des questions. Moi, c'est pas forcément une question que j'aurais envie de poser, mais plus un complément par rapport à ce qu'a dit Laure. Parce que c'est vrai que quand on parlait des adaptogènes, il faut quand même se rappeler le contexte militaire dans lequel elles ont été développées.
elles ont été développées en priorité pour les soldats au front. Et finalement, le plus grand enseignement qu'on a retiré des adaptogènes, c'est qu'elle ne permet pas de tenir ad vitam aeternam et que la meilleure solution de préserver les hommes, c'était d'aller leur permettre de se reposer. Donc, De dormir, exactement. Il y a bien une aide ponctuelle, mais elle ne peut pas durer, en fait. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, elles ont été ensuite, à défaut d'avoir autant brillé que ce qu'ils espéraient dans le milieu militaire, ensuite, elles ont été beaucoup utilisées dans le milieu sportif pour un peu les mêmes raisons. C'est surtout que les autres, les amphétamines et les autres substances, ils ont été déclarés stupéfiants, donc ils ne pouvaient plus l'utiliser. C'est comme, on va dire, les plantes et les médicaments, ça a toujours été c'est un outil, donc soit c'est utilisé dans le bon côté ou le mauvais, et là le mauvais c'était toujours que la personne elle soit plus performante, et à cette époque-là, par exemple de la guerre froide, c'était pour être plus performant, pour être sur le front, pour pouvoir tuer les gens et pour pouvoir rester plus longtemps, ou alors ils utilisaient, en même temps ils ont bien utilisé aussi des bêta-bloquants et du Valium pour les snipers, pour rester pendant 3 heures ou pendant 3 jours pour pouvoir ne pas bouger et pour être plus performant. Donc, on va dire la guerre a toujours été un moteur de recherche. D'un côté ou dans l'autre. Moi, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. J'aurais juste une petite question qui est plus de l'ordre de trouver des idées ou quelques clés, parce qu'on parle souvent du mode de vie. Et moi, je suis pharmacien et je suis confrontée tous les jours à cette question d'avoir des gens qui ont telle problématique, et dans mon fort intérieur, j'ai juste envie de leur dire de changer leur vie, mais je peux pas leur dire. Et comment on fait pour amener les gens à faire des changements dans leur vie, parce qu'il y a vraiment des changements. Quand tu parlais du litre de soda qui paraît un truc d'une évidence, voilà, en fait c'est très simple, mais c'est pas simple. C'est comme de dire aux gens de manger du poisson, c'est comme de dire aux gens de bouger. En fait, on leur dit, mais ça fait un peu leçon d'école. Donc déjà, j'ai l'impression que ça marche pas. Et je sais pas, franchement, je sais pas comment m'y prendre. En fait, je pense que déjà, il y a ce qui devrait être fait idéalement en pratique et ce qui peut être fait par le patient. Ça déjà, c'est la première chose. Et en raisonnant comme ça, on y arrive. Moi, je prends toujours cet exemple d'une patiente qui a été allée voir un super coach trouvé sur les réseaux sociaux qui lui avait fait prendre l'abonnement à la salle de sport où elle est allée 2 fois et ça lui a coûté une fortune. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à discuter avec elle. Alors, je vais raconter ça rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, mais pour savoir un peu comment elle organisait ses journées. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que sa meilleure amie qui habitait à côté, avec elle voyait tous les après-midi, elle prenait le thé, elle papotait ensemble l'après-midi. Le mari de sa meilleure amie a été muté, il est parti. Donc, en fait, elle ne se retrouvait plus l'après-midi, mais par contre, elle s'appelait. Et je lui ai dit, écoutez, c'est très simple. L'abonnement à la salle de sport, vous l'envoyez balader. Par contre, moi, je vais vous faire acheter un truc, c'est des écouteurs pour les oreilles, pour écouter, pour parler. Et donc, quand vous appelez votre copine, parce que vous me dites que vous l'appelez à peu près 1 heure, 3/4 d'heure tous les après-midi, vous l'appelez, mais par contre, c'est interdit de rester assise. Donc, en fait, vous papotez avec votre copine, mais vous marchiez dans la maison. Et il y a un escalier, vous montez, vous descendez, c'est pas la peine d'aller vite. Mais par contre, pendant 1 heure avec votre copine au téléphone, vous marchez, s'il fait beau, vous faites le tour de la maison, puis vous rentrez, vous marchez dans la cuisine. Et ça, c'est un truc qu'elle a fait. Voilà, donc alors c'est sûr, c'est peut-être pas les 20 000 pas, c'est peut-être pas le… Voilà, mais par contre, ça, elle l'a fait. Donc voilà, c'est pareil pour l'alimentation. Moi, je discute avec les patients, ils m'expliquent comment ils organisent leurs assiettes. Et alors on voit qu'est-ce qu'on peut un peu modifier. On ne modifie pas tout. Quand il y a 1 litre de soda, il y a 1 litre de soda, mais par contre, je leur dis, hop, allez, là, ce sera 3/4 de litre pendant 3 mois. Puis dans 3 mois, on essaiera de passer un demi-litre. On va faire comme ça. Puis on va remplacer par autre chose. Voilà. Et puis parfois, l'autre chose, c'est pas l'idéal. C'est de l'eau avec un sirop. Mais bon, c'est le sirop, on dose. Voilà. C'est sûr, c'est pas parfait. Mais ça peut être mis en place. Les patients, c'est acceptable pour eux. Alors c'est sûr, on va mettre 6 mois, 1 an. Mais par contre, ils n'ont pas la sensation de frustration. Ils font les choses petit à petit. Ils sont fiers au fur et à mesure. Et c'est comme ça. Donc, c'est des petites choses. Moi aussi, je fais beaucoup de fiches, des petites fiches, des exemples de recettes, des fiches sur comment on utilise les aromatiques. Je mets une petite recette à côté, dans quoi on la met, la pincée de cannelle, dans la crème, le truc, le machin.
Et en fait, c'est des tout petits trucs comme ça. Et au début, on ne change pas grand-chose parce qu'ils ne peuvent pas tout changer d'un coup. Mais en fait, en faisant petit à petit, sur le long terme, on s'aperçoit que les choses, elles bougent. Donc, au comptoir, c'est des choses que vous pouvez faire. C'est quand vous discutez, par exemple, sur un patient, vous savez qu'il y a un problème d'inflammation, etc. Et bien alors, déjà, on commence, on lui dit, alors, la première chose que vous allez faire, c'est mettez un peu de curcuma dans l'alimentation. Ça ne va pas tout changer, hein. Ce n'est pas ça qui va révolutionner, ce n'est pas miraculeux, mais voilà, c'est le soda, c'est de passer il veut absolument boire son jus de fruits, on lui apprend à décrypter l'étiquette, à essayer de choisir un jus de fruits un peu de meilleure qualité. Voilà. Ouais. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, des petits changements. Parce que c'est trop associé à la perte de plaisir, en fait. Et les gens n'ont pas envie de perdre le plaisir. Même si souvent, c'est un leurre. Hein. C'est un leurre. Mais c'est difficile de changer des habitudes de très longue date. Ouais, les petits changements. Exactement. Exactement. Ok, merci beaucoup. De rien. Et ben voilà. C'est vrai que les changements, c'est toujours difficile et surtout qu'on n'a pas de formation. Je dirais qu'en fait, on devrait en tant que soignant, nous apprendre à convaincre les gens. Donc, c'est soit de la PNL, le procédé neurolinguistique ou des choses qu'on apprend aux commerciaux pour persuader les gens de changer. Et c'est ce qu'on apprend quand, par exemple, on fait de l'éducation thérapeutique ou autre chose. En fait, on nous apprend à vendre quelque chose. C'est pas instinctif parce que nous, on veut toujours d'abord informer les personnes. C'est dans notre formation de base, mais en fait, des fois, pour convaincre, il faut les persuader. Pour persuader, il faut des procédés justement pour modifier un petit peu le fonctionnement. Mais justement, c'est ce que je dis souvent, on fait des formations avec des pharmaciens. Le but, c'est pas d'apprendre à leur vendre le dernier produit à la mode. C'est ce que les labos veulent nous convaincre en disant tu vas faire une vente associée, tu vas vendre ci, tu vas vendre ça. Non, justement, c'est d'arriver à modifier le comportement. Et c'est exactement ça, par exemple, pour arrêter de fumer, pour arrêter certaines substances, et c'est de les aider à passer le cap. Et souvent, les personnes, quand ils veulent le faire, il suffit de les encourager. Et évidemment, ça ne marche pas pour tout le temps, mais quand ils sont là, il suffit de leur dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, et on va commencer pas par pas. C'est comme tout, hein, on ne peut pas tout faire d'un coup, on ne peut pas devenir champion du monde. C'est comme les études, pharmacien c'est 6 ans, médecin c'est 8 ans, 10 ans. Vous n'avez pas dit depuis que vous aviez 1 an, je veux faire ça. Au début, on s'est dit, bon, je vais peut-être faire 1 an, après 2 ans, et à la fin, vous avez dit, bon, allez, on va faire la fin. Donc, c'est comme ça, l'homme a besoin d'avoir des petits objectifs, des petites réussites, et il faut, à chaque fois qu'on a une petite réussite, le fêter avec les patients, les encourager, et à la fin, ils arrivent à avoir leur vrai objectif, et c'est ça qui est important, quoi. C'est aussi super intéressant le partenariat, c'est-à-dire, donc Jean-Pierre, je suis thérapeute, et moi, justement, je recherche des personnes qui soient ouvertes à cet axe de transformation, et justement, avec la phyto, qui peut être un super bon soutien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller en partenariat avec les expertises de chacun dans leur métier pour accompagner la personne. Avec les plantes qui sont un très bon soutien, mais trouver en fait des plantes de qualité qui est quelqu'un qui conseille, parce que moi je suis pas du coup expert là-dedans, et ça c'est super intéressant de pouvoir avoir accès à une association comme ça avec des choses de qualité pour travailler ensemble, quoi. C'est ça, le maître mot, c'est d'essayer de travailler ensemble. De faire quelque chose, il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose. Et justement, si on n'ose pas parler de ça avec les patients, si on ne le fait pas, il n'y aura pas de changement. Donc, on va dire que tu risques pas grand-chose de parler au patient et de lui dire, bon, voilà, si tu veux changer telle ou telle chose, on peut faire ça ou ça. De répéter, notre boulot, c'est de répéter toute la journée, hein, parce qu'il suffit d'une fois où tu te trompes, si tu l'as mal expliqué, on va te le reprocher, mais en même temps, c'est ton métier, même si tu répètes 50 fois par jour que la posologie du paracétamol, c'est 1 gramme 3 fois par jour. Il suffit qu'il y en ait une fois qu'ils ne le prennent pas, et il y a ça, et c'est la même chose pour tout le reste. Donc, c'est juste une question de persévérance, et c'est une question de communication, parce que nous, ça nous paraît logique, parce que toute la journée, on fait ce métier,
mais en même temps, il faut se mettre à la place d'autres personnes. Je ne sais pas, le banquier, il pense aussi que c'est facile de gérer des comptes. Le comptable, c'est pareil parce qu'il fait ce Oui. métier. Donc, eux, ils ne sont pas toute la journée dans dire on va manger de manière équilibrée, on va essayer d'éviter de manger du sucre et tout, même si on leur rabâche. C'est devenu une musique, en fait, c'est devenu une musique parce qu'on leur a dit et que c'était devenu une habitude, mais ce n'est pas logique parce que c'est devenu habituel. Donc, il faut arriver aussi à sortir de cette routine sur les patients. Et c'est compliqué parce que c'est pareil, quand ils sont diabétiques, ils pensent que c'est déjà une fatalité. Et en plus, ils ont vécu comme ça depuis 2-3 ans et on leur a dit que c'était comme ça. C'est un peu comme les traitements de médecins généralistes ou de cardiologues. Ça a été mis il y a 30 ans. Le patient, il a 80 ans, il a 4 pages d'ordonnance. Ça a été mis il y a 30 ans et chacun se rejette la balle en disant oui, mais c'est l'autre médecin qui l'a fait et moi, j'ai pas envie de bouger. Et en fait, à la fin, il y a les 3/4 qui ne servent à rien. Et c'est ça qui est difficile parce que il faut arriver après, même avec nos patients qu'on connaît depuis longtemps, de se remettre nous-mêmes en question et de remettre en question les traitements pour essayer de les optimiser. Et donc, c'est un travail, c'est comme tout, hein, c'est un travail à long terme, surtout sur ces habitudes de vie où derrière, les patients, dès que tu changes une habitude, surtout quand tu leur enlèves du sucre ou du machin, du truc, c'est quand même assez plaisant et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans cette addiction. Hein. Tu rentres dans une addiction, que ce soit le sucre, que ce soit la nourriture, parce que c'est plaisant. Hein. Souvent, tu n'as pas d'addiction qui font mal, sauf si c'est un plaisir d'avoir mal. Quoi. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, est-ce qu'il y a des autres personnes qui ont des questions? Il faut en profiter encore. On reste encore 5 à 10 minutes. Oui, non, peut-être. Bon, écoutez. Après, si tu me donnes la parole, moi je la prends. Vas-y. Mais ceci dit, oui, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Laure, tout à l'heure, parce que c'est vrai que, en fait, quand on commence la phyto, on s'intéresse à la physiopathologie pour trouver une solution. Et quand on s'intéresse à la physiopathologie, on finit par trouver la cause. Et on se rend compte que la solution, c'est pas la plante, c'était ce qui engendrait le problème, et que finalement, des fois, la solution, elle n'est pas dans une plante à tout prix, elle est dans des changements dans la façon de vivre, dans la façon de s'alimenter, dans la façon de faire plein de choses, quoi. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que pour avoir, tu vois, un bon niveau en phyto, moi, c'est ce que je dis à les étudiants que j'ai en face de moi. Je leur dis, je sais que c'est pénible, mais en fait, il faut d'abord bien connaître la physiologie. Ensuite, il faut parfaitement connaître la physiopathologie. Après, il faut très bien connaître la plante, mais c'est que si vous connaissez bien la physiopathe et la plante que vous saurez quelle plante il faut prendre pour telle problématique. Parce qu'en fait, bien connaître les plantes, l'avantage, c'est que comme elles sont multimolécules, multicibles, on arrive souvent à retomber sur ses pattes. Mais si on veut vraiment faire de la phytothérapie à un niveau un peu expert, surtout dans des pathologies complexes, il faut bien connaître la physiopathologie sous-jacente pour pouvoir vraiment choisir là où les plantes les plus adaptées en fonction justement de la problématique de la personne. Je pense que c'est un passage un peu obligé. Si on veut faire de la phytothérapie à un niveau quand même très scientifique et très expert. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, qu'il faut que des grands experts, je dis pas ça. Mais si on veut développer et que sa volonté, c'est d'aller quand même à un très haut niveau scientifique en phyto, il faut à la fois très bien connaître la plante, mais il faut aussi très bien connaître la physiopathologie. Entièrement d'accord. La physiologie aussi, comme vous avez dit. Donc, en fait, on en revient à dire que pour avoir un bon niveau en phytothérapie, il faut avoir un bon niveau en médecine, c'est-à-dire physiologie, physiopathologie, connaître l'origine, connaître l'anatomie, connaître aussi les patients. Et en fait, la phytothérapie, c'est juste une façon de soigner parmi tant d'autres. Et ceux qui sont les meilleurs médecins, c'est ceux qui ont réussi justement à avoir ce côté aussi médecine personnalisée, connaître leurs patients pour pouvoir adapter au mieux le traitement et avoir cette personnalisation.
Oui, alors après, je pense que c'est pas dévolu aux médecins. Tu vois, c'est comme la pharmaco. Nous, on ne l'apprend pas beaucoup. Ben, t'es quand même aussi, si tu veux faire de la phyto, quand tu es médecin, tu es obligé d'apprendre la pharmaco, alors que vous, les pharmaciens, vous êtes quand même les grands experts. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie, à comment on veut accompagner les patients. Est-ce qu'on est dans une démarche plutôt de prévention et de maintien de la santé, ou est-ce qu'on souhaite faire de l'accompagnement dans la pathologie? Et si on veut faire de l'accompagnement dans la pathologie, est-ce qu'on veut accompagner le patient véritablement dans la pathologie elle-même, ou est-ce qu'on veut apporter une forme, et ça c'est très bien aussi, de bien-être autour de la pathologie? En fait, je pense que c'est ces questions-là qu'il faut se poser, et c'est ça qui va déterminer ensuite le niveau d'expertise qu'on se doit d'avoir pour accompagner correctement la personne. Voilà. Et il n'y a pas de, petits, j'ai envie de dire, de petites envies. C'est chacun doit réfléchir à ce qu'il souhaite faire et on ne peut pas être expert dans tout. Voilà. Je pense qu'il faut être assez humble devant ses connaissances. Je pense qu'aussi reconnaître le fait de dire que ça, c'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je suis parfois sollicitée par des journalistes qui me posent des questions sur de la phyto, de la micronutrition, sur des sujets de santé. Je n'ai pas de problème à dire, écoutez, non, moi, je ne suis pas du tout l'experte pour répondre. Je peux vous donner quelques informations, mais je n'ai pas un niveau d'expertise suffisant. Et en fait, en disant ça, je n'ai pas l'impression que je suis nulle ou que je suis moins bonne qu'un autre. Oui, en fait. moi, je trouve que tu as complètement raison, Laure. En fait, il faut savoir qu'on a forcément un domaine d'expertise où on a une meilleure... On t'entend très mal, Isabelle. Et être accompagné de personnes qui ont une expérience. Ah, pardon, tu m'entends là? Vous m'entendez? Ça coupe? Oui, ça coupe. Ah. Oui, là, c'est bon. Je suis complètement d'accord avec toi, Laure, et Guillaume aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que plus on va sur la pluridisciplinarité, à être expert sur certains domaines, et après, on a d'autres personnes, d'autres professionnels qui ont des expertises bien affûtées aussi sur d'autres domaines, c'est dans la complémentarité qu'on va pouvoir accompagner le mieux. Donc, chacun a sa place et c'est avoir l'humilité de se dire, bon, ben voilà, là, je suis plutôt bon ou bonne sur ce domaine-là. Par contre, je préfère vous envoyer vers telle ou telle personne pour que l'expertise soit meilleure. Et comme ça, on a un accompagnement bien plus global, complet, et surtout, on a un meilleur accompagnement. Tout à fait. Bon, après, c'est vrai que c'est plus rassurant d'être par rapport à une médecine qu'on a appris, c'est-à-dire souvent on a plus appris à traiter de l'aigu que du chronique. C'est un petit peu comme l'aromathérapie, ça ressemble beaucoup plus à la pharmacologie concentrée qu'on a avec les médicaments et les principes actifs, et en plus il y en a moins, donc au début souvent on a tendance à partir que sur de l'aromathérapie, et après il y en a qui vont faire que des traitements avec toutes les pathologies avec l'aromathérapie, alors qu'on voit que d'un point de vue phytothérapie, il y a d'autres outils et que c'est juste un outil parmi les autres. L'alimentation, c'est un outil de plus pour se soigner. On voit en fait qu'il y a une multitude d'outils et c'est ça qui est intéressant en médecine, c'est qu'on peut se spécialiser dans plusieurs outils et après, il faut juste qu'on soit dans le même cadre avec des partenaires qui sont chacun spécialisés dans une discipline, mais qu'on aille tous dans le même sens avec cette même philosophie. Et c'est là où on voit qu'il y a le côté réseau qui est intéressant et complémentaire entre le médecin, le pharmacien, des infirmières, des sages-femmes aussi qui sont très spécialisées et qui ont cette sensibilité parce que elles sont, bon, je ne suis pas là pour dénigrer le gynécologue ou quelque chose, mais elles sont beaucoup plus proches de leurs patients, elles passent plus de temps. Après, ça, c'est une question de système de santé aussi. Et elles ont souvent une ouverture d'esprit. Elles font de l'homéo, de l'acupuncture, des choses comme ça, où elles se forment pas mal dès le début dans leur formation. Bon, est-ce que c'est parce qu'elles sont peut-être un peu moins chapeautées par l'université ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'elles ont une ouverture d'esprit qui est assez intéressante, les sages-femmes. Bah, elles ont été obligées, hein, parce que pour en connaître pas mal, les pauvres, elles ont quand même été souvent traitées comme le parent pauvre de la gynécologie. Bon, elles ont un pouvoir de prescription qui est très limité. Mais par contre, maintenant, on est bien content
je fais un peu de second degré, de les avoir parce que comme il n'y a plus assez de médecins gynécologues, ben là maintenant on est bien content d'avoir les sages-femmes pour s'occuper et faire le suivi de tout. Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est un peu quand même ça la réalité. Et c'est vrai qu'elles ont été obligées de s'ouvrir aussi à d'autres approches pour pouvoir répondre en fait aux demandes de leurs patientes. Et ça, c'est très important aussi de soutenir le travail des sages-femmes. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec la phyto, dans les problématiques de la femme, à tout âge de la femme d'ailleurs, hein, même l'accompagnement de la femme jeune, on parle des dysménorrhées, syndrome prémenstruel, etc. On peut faire vraiment des choses d'une très grande qualité avec la phytothérapie. Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt, comme on le disait, à travailler en réseau, à apprendre à mieux travailler ensemble aussi. Et je pense que ça vient aussi dans les parcours de formation. On devrait faire des parcours aussi où on va mettre ensemble des sages-femmes, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, etc., pour un peu apprendre le travail de l'autre et transmettre les connaissances en phyto pour que ça fasse un cercle vertueux pour le patient. Et c'est vrai, là où on parle de motivation, c'est toujours dans des événements qui sont importants, et les événements qui sont importants, c'est là où on peut y avoir du changement sans avoir trop de modification du comportement, c'est quand on a des enfants. Quand on a une grande pathologie type cancer, donc là, c'est pareil, il y a pas mal de médecine complémentaire parce que les personnes, ils savent que ça leur modifie complètement et qu'ils peuvent y passer, donc ils vont commencer à remettre en question leur truc, ou alors quand ils ont des événements graves, des types AVC ou autres, où là, il y a des changements qui opèrent, et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à modifier notre société pour qu'il y ait des changements qui soient à tout moment, mais les gens, ils préfèrent changer de téléphone que de changer de mode de vie, quoi. Malheureusement, bon. C'est le système éducatif primaire qu'il faut investir en fait. C'est dès les écoles maternelles et primaires qui, comme nous, qui interviennent pour apporter un côté ludique et intéressant à s'intéresser au corps humain, à notre corps humain, prennent quand même possession de notre propre corps. La plupart des gens ne savent pas où se trouve l'estomac, où se trouve comment fonctionne le cerveau. Enfin, c'est quand même triste de se dire que tout vient de là, de l'enfance en définitive. Si nous, les parents, on ne fait pas ce job-là à la maison, c'est à l'éducation nationale de faire son job et de faire intervenir des personnes compétentes pour pouvoir apporter ce côté un peu ludique. Ça te fait sourire, Guillaume? Ce côté un peu ludique. Non, mais tu as tellement raison. Mais ce qu'il faut dire, c'est que… Mais ça dépend aussi de la manière. Donc, je disais que ça dépend aussi de la manière dont on aborde le corps humain, l'humain aussi, parce que quand vous regardez dans le système biomédical, la plupart d'abord, on est plus dans l'analytique que dans les systémiques. Ça aussi, c'est quand même important qu'on insiste là-dessus parce que la manière dont on aborde l'individu aussi compte. Parce que si on est vraiment dans l'analytique, on risque de tomber dans le même, dans le piège de la fragmentation où on fragmente la personne sans tenir compte des liens qu'il y a entre différents systèmes et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, l'approche systémique, c'est quelque chose quand même qui est fondamental sur lequel on doit vraiment insister dans la manière dont nous voulons aborder les patients. C'est une question justement, comme tu as exactement ça, c'est de le communiquer par rapport à tout le monde et de le démocratiser. Et tous les professionnels de santé doivent être les premiers influenceurs de santé, c'est-à-dire qu'ils doivent communiquer sur leur métier, sur le corps humain. Et comme on discutait aussi pas mal de cette filière, ceux qui font des plantes, les paysans et tout ça, qu'ils arrivent à intéresser les personnes, parce qu'on voit que tout le monde veut apprendre des choses, qu'ils soient en ville ou à la campagne, sur comment est-ce qu'on fait cultiver les plantes, c'était ce que faisaient nos grands-mères avant. Maintenant, comme on a beaucoup moins ce savoir qui s'est perdu avec deux générations qui ont voulu repousser ça, c'est les professionnels, soit de santé ou soit les professionnels qui font pousser les plantes, qui doivent intéresser un petit peu tout le monde. Et après, voilà, c'est la communication de tout le monde, c'est aussi des livres. D'ailleurs, il y a le livre de Laure que j'ai acheté, je lui fais de la pub, qui est très bien écrit. Tu vas devenir toute rouge. Mais non, mais il est très bien écrit. Donc, si vous voulez aussi
regardez, et c'est ça que je pense qu'il des fois, il ne faut pas forcément faire des choses trop compliquées. Moi, je me souviens d'un de mes profs que j'avais à la fac qui était le numéro 3 mondial c'était de tout ce qui était radioactif et tout ça, et de fluorescence. Bon, donc le gars, c'était une pointure, et il disait, vous voyez, les ondes, c'est comme ça, et il t'expliquait le truc, mais bon, le gars, c'était le gars le plus intelligent qui existait, et par contre, prof d'université, et on n'y comprenait rien du tout à ses cours, parce qu'en plus, bah voilà, c'était pas son boulot. Enfin, si, son boulot, c'était d'être chercheur, et à côté, on lui avait collé la casquette de formateur, et c'est pas du tout ça qu'on va apprendre, et à côté de ça, tu avais des gens qui faisaient leur métier et qui nous racontaient. Moi, j'avais un prof, il s'appelait professeur Anton, donc c'était prof de pharmacologie. Ah oui. Comme ça qu'il aussi aimait les plantes. Et il nous montrait ses safaris qu'il allait prendre des feuilles de coca en Colombie, il nous montrait les différentes plantes qu'il faisait, il nous rapportait les trucs et tout. Là, tu voyais vraiment que ça lui plaisait, c'était sa passion, c'était devenu son métier. Et voilà, donc il y a aussi des gens qui sont formateurs et d'autre part, et ça s'apprend pas non plus, mais voilà quoi. Ça fait partie aussi de cette communication. Et après, il y a des professionnels qui sont un peu plus scientifiques, d'autres un peu plus communicants, mais il faut quand même avoir cette vision et arriver à essayer de modifier le comportement des gens. Et ça s'apprend au fur et à mesure, quoi. Il y a des formations qui sont sinon pour. Et voilà quoi. Bon, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va arrêter. Sinon, je crois qu'on a tous envie de rentrer chez nous. En tout cas, je voulais remercier Laure et tout le monde d'être là. Je trouve qu'on a passé une bonne soirée. On va continuer comme ça à échanger, Merci beaucoup. à travailler tous ensemble. Exactement. Et à œuvrer pour modifier un petit peu autre chose. Alors, est-ce qu'il y en a encore Laure, le mot Guillaume, pour le travailler tous ensemble, il va falloir que tu l'organises. Hein. Parce que c'est ce qu'on dit. Merci Laure, c'était très intéressant, c'était très bien vu. Et on voit bien maintenant la synergie du pharmacien, du médecin, enfin des thérapeutes. Et maintenant, comment on organise, quoi. Parce que le réseau, il faut le faire. Et maintenant, et après, l'objectif aussi, c'est de faire un petit congrès avec tout le monde, qu'on se rencontre tous en vrai, qu'on puisse discuter avec des experts, justement, de toutes les origines, et qu'on puisse essayer de voir comment est-ce que tu peux travailler encore plus, créer plus de synergie, essayer de voir comment est-ce que tu peux développer ça. Et moi, je pense que c'est déjà une bonne dynamique. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume pour ton invitation. Merci à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.